Ce soir à l'émission, le Petit Théâtre du Nord lance sa 27e saison. Et ça, connaissant Mathieu, ça va être complètement fou, cette affaire-là. Et on souligne le jour de la Terre dans la région. Regardez les partis qui vont s'occuper de la mobilité durable, du transport en commun, du logement abordable. En entrevue, Lucie Boulanger nous parle de la 4e semaine des bières de micro du Québec. Ça va être un super événement familial. Les chiens ont le droit d'être là aussi. Il y a des feux de camp, des concours d'hommes forts, des spectacles. Je m'entretiens également avec Alexis Lafrance, qui porte la voix des jeunes dans le dossier Stablex. Je pense que l'opinion des adultes a beaucoup été mise de l'avant dans ce dossier-là, mais on oublie souvent que oui, il y a des jeunes qui vont récupérer ce terrain-là, qui vont habiter Blainville dans quelques années. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous propose un reportage sur le camp d'entraînement des Alouettes à Saint-Jérôme. Présentement, c'est de rencontrer les partisans, rencontrer les plus vieux comme les plus jeunes, être présent. Bienvenue à Accès local. Mercredi 23 avril 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Hier, le Petit Théâtre du Nord à Boisbriand a tenu sa conférence de presse annuelle pour annoncer sa programmation estivale. Vous étiez sur place pour l'occasion. Oui Claude, donc pour sa 27e saison d'été, le Petit Théâtre du Nord propose la comédie La Clôture de Mathieu Quesnel. La pièce sera présentée en avant-première le 26 juin prochain dans le cadre de la soirée bénéfice annuelle du théâtre, parce qu'avec l'annonce de la pièce de l'été, s'enclenche aussi tout le processus de campagne de financement pour le Petit Théâtre du Nord. L'objectif est fixé à 25 000 $. Les billets pour l'avant-première débutent à 150 $ et plusieurs profils de donateurs sont proposés, dont un allant jusqu'à 2 200 $. Les participants à l'événement auront l'occasion de fouiller le tapis rouge et de boire un vin d'honneur sous le chapiteau devant le théâtre en compagnie des artistes et des coprésidents d'honneur de l'événement, le comédien Yves Jacques et le comptable Bruno Legault. On écoute justement celui-ci à propos de l'importance d'encourager le théâtre d'ici. De pouvoir encourager local, je pense que ça n'a jamais pris autant de sens. Puis encourager l'économie locale, la culture locale, notre culture québécoise, moi, c'est tous des éléments qui me parlaient beaucoup. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté le rôle de coprésidence. Justement, Clara, sur le plan économique, comment ça se passe pour le Petit Théâtre du Nord depuis la reprise des activités après la COVID-19? Oui, donc la COVID-19 qui avait durement touché les salles de théâtre. Selon les dirigeants de la compagnie du Petit Théâtre du Nord, les choses reviennent doucement à la normale. Les signes de relance sont là, selon Sébastien Gauthier, qui est cofondateur et co-directeur artistique du Petit Théâtre du Nord. Le théâtre, en ce moment, je pense que c'est là... Je pense que ça va redevenir. Je pense qu'on a vécu un petit creux en culture, bien sûr, au niveau monétaire. Quand il y a des crises, c'est la culture qui paye en premier, parce que c'est là qu'on coupe. Mais je pense que c'est là que les gens vivent des soirées uniques. C'est pour ça qu'ils vont y retourner. C'est pour ça que le théâtre va toujours exister sans sortir, selon moi. Au théâtre, c'est un art vivant. C'est la seule place encore où on a le droit des humains qui peuvent se tromper, qui vont là, le soir que vous allez aller au théâtre, vous allez vivre une soirée unique, que personne d'autre va vivre cette soirée-là. Donc, parlez-nous un peu de cette pièce qui s'appelle La Clôture, qui sera proposée au public durant tout l'été. Oui, donc bien sûr, c'est une création originale, ce qui est devenu la marque de commerce du Petit Théâtre du Nord, de travailler avec un nouvel auteur chaque été pour avoir une pièce de théâtre complètement originale, jamais jouée auparavant, bien sûr, et avec une plume différente. L'année dernière, c'est Jean-Philippe Lehoux qui avait signé la pièce Une plante verte, vert, verte, une comédie très éclatée où la flore reprenait ses droits sur la planète. Selon Yves Jacques, c'est cette particularité qui rend le Petit Théâtre du Nord si attractif pour le public. On peut l'écouter. C'est facile, on en voit là, partout dans les autres théâtres où c'est des reprises. Là, on a la chance de voir une création, ça c'est le fun en mot à dire, puis c'est audacieux. Puis en plus, il écrit ici pour qui écrit, là, c'est le fun pour un auteur aussi, là, tu sais. Et ça, connaissant Mathieu, ça va être complètement fou, cette affaire-là. Vous pouvez être assuré de ça. Cette pièce, ça raconte l'histoire de deux couples, des voisins qui se traînent en justice pour une histoire de haie de cèdre. Et la sentence du juge, c'est un traitement d'art-thérapie. Le texte et la mise en scène sont donc signés Mathieu Quesnel, connu pour ses rôles à la télévision, au cinéma, mais aussi pour ses créations originales, justement. Bien sûr, cette histoire de voisins qui ne s'entendent pas, ça fait aussi référence au climat tendu en ce moment entre le Canada et son voisin du Sud. On écoute à nouveau M. Gauthier.
tout ça est vraiment d'actualité. Puis je parlais à la mairesse ici, c'est un enjeu énorme dans les villes en banlieue. Les chicanes de voisins, c'est ce qui... je pense que la mairesse me disait qu'en ce moment, au conseil municipal, à chaque mois, il y a du monde qui viennent, puis qu'il y a des crises, puis des chicanes, puis des... Fait que donc, non, on est pas mal d'actualité. Faut bien en rire. Le Petit Théâtre a fait ça depuis longtemps, là. Et du côté de la distribution? Ce sont les 4 membres fondateurs de la compagnie que l'on retrouvera sur scène tous ensemble pour la première fois depuis 10 ans. Sébastien Gauthier, donc Mélanie Saint-Laurent, Luc Bourgeois et Louise Cardinal. Pour le grand public, les billets sont déjà en vente. La pièce sera présentée du 27 juin au 23 août, du jeudi au samedi. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du jour de la Terre. À plus tard, Claude. Le département de soins infirmiers du Cégep de Saint-Jérôme a tenu la 2e édition de l'activité immersive 30 minutes à l'urgence, une simulation clinique grandeur nature. Initiée par Annie Denoncourt, enseignante en soins infirmiers depuis 23 ans, ce projet permet aux finissantes et finissants de vivre des situations cliniques réalistes, encadrées par une mise en scène et un retour en groupe. L'événement a rassemblé cette année plus de 170 participants, soit plus du double de l'an dernier. Cette année marque le 10e anniversaire de la bibliothèque Paul Mercier à Blainville. Pour souligner cet événement, l'équipe de la bibliothèque invite la population à plusieurs activités pour toute la famille, comme l'exposition Ma bibliothèque me donne des ailes du 3 au 25 mai, une soirée Comic-Con le 17 mai, un atelier de poésie et de collage pour les participants du club de lecture estivale le 16 juillet et une journée anniversaire qui se tiendra le samedi 6 septembre. L'Association des microbrasseries du Québec célèbre les bières d'ici et les produits locaux dans le cadre de la 4e semaine des bières de micro. J'en discute avec Lucie Boulanger, copropriétaire de la microbrasserie Camp de Base. Madame Boulanger, bonsoir. Merci, bonsoir, merci de nous recevoir. Ça nous fait plaisir. Cette semaine-là, Madame Boulanger, elle est bien lancée. Ça se poursuit jusqu'au 27 avril dans plusieurs régions du Québec. Parlez-nous d'abord de l'importance de cet événement-là pour les artisans brasseurs comme vous. Ben, en fait, c'est vraiment un moment dans l'année où les microbrasseries, les entreprises peuvent vraiment faire un lien avec leur communauté. C'est vraiment une façon d'aller à leur rencontre, de les accueillir aussi dans nos entreprises pour leur faire connaître nos produits qui parfois peuvent être un peu intimidants. Là, on leur ouvre nos portes puis on crée des activités super dynamiques pour créer ces liens-là. D'accord. Ben, il y a plusieurs activités. Moi, en tout cas, je les trouve pas du tout intimidants, vos produits. Il y a plusieurs activités qui sont proposées par différents brasseurs ici, dans les Basses-Laurentides. Mais il y a un événement parmi tous ceux-là qui en rassemble plusieurs. Ça aura lieu en fin de semaine. C'est le festival Bière des Bois au bois de Belle-Rivière. Je sais que vous y serez. Parlez-moi un peu de cet événement-là. Oui, je suis vraiment contente que vous m'ouvriez la porte à cet événement-là. C'est la 2e année cette année qu'on organise ce festival-là. C'est co-organisé par Buvons-les-Laurentides, association de producteurs d'alcool dans la municipalité de Mirabel. Ça va être un super événement familial. Les chiens ont le droit d'être là aussi. Il y a des feux de camp, des concours d'hommes forts, des spectacles. On est là pour présenter nos produits. On a 17 microbrasseurs qui vont être présents. Aussi des dégustations de sirop d'érable. On travaille aussi avec la commanderie de l'érable qui vont venir nous présenter leurs super beaux produits et un concours de bière à l'érable. Donc ça, c'est un gros événement ce week-end qui va avoir lieu, dont plusieurs microbrasseries font partie dans le Laurentide. Pour mieux faire connaître le travail que vous faites, il y a cette conférence virtuelle aussi qui est proposée durant la semaine des micros. Ça s'appelle « De la terre au verre, la place des matières premières d'ici dans les bières de micro du Québec ». Je pense que c'est un événement important, ça, dans cette semaine-là. C'est super important. C'est ce soir, c'est vraiment ouvert à tous, là, les gens du grand public qui sont curieux de savoir d'où viennent les matières premières qui font partie des produits de leur microbrasserie locale. Donc, il va y avoir vraiment une table ronde, une conférence en direct sur Facebook. Vous pouvez aller sur bièredemicroduquebec.ca pour assister à la conférence. Puis, on va vraiment en savoir un peu plus sur la production doublon de céréales, de malt qui sont produites ici au Québec, qui vont faire partie de nos produits ensuite des bières de microbrasserie. Voilà. Il y a 2 autres initiatives qu'il faut souligner parce qu'elles vont se poursuivre durant toute l'année. La première, c'est ce partenariat que vous développez avec Aliments du Québec. Ben oui, c'est important en fait d'aller chercher cette accréditation-là pour les microbrasseries, pour que les gens sachent vraiment quand ils voient un produit, une bière sur les tablettes. Parfois, on a l'impression que c'est fait au Québec, oups, c'est fait en Ontario finalement.
Donc, c'est vraiment important que les gens s'approprient les bières de micro du Québec comme un aliment du Québec. Puis c'est une super belle visibilité, en fait, pour nos produits, de faire partie de cette superbe bannière-là là, qui approuve que le produit est fabriqué au Québec. Et l'autre initiative, c'est le lancement de la carte touristique des microbrasseries du Québec. Ça, c'est nouveau, ça. Mais il y en a déjà eu dans le passé, mais ça faisait un petit bout qu'elle n'était pas là. C'est une carte vraiment interactive ou papier qui va être distribuée là, par milliers dans toutes les microbrasseries du Québec, mais aussi dans des lieux, dans des associations touristiques régionales. C'est vraiment le fun parce que les gens utilisent cet outil-là pour faire leur tournée de microbrasserie, puis vraiment pour le tourisme au Québec, le tourisme gourmand, c'est super, c'est un super outil. La microbrasserie Camp de Base est située à Saint-Adolphe d'Howard. Vous avez profité de la semaine des bières de micro pour lancer une nouvelle bière. Qu'est-ce que c'est, Madame Boulanger? Oui, mais en fait, on a aussi profité du concours de bière à l'érable pour créer cette bière-là, qui est une Vienna Lager, qui est un style assez traditionnel, qu'on a fait, nous, refermenter avec le sirop d'érable. Puis on en a profité samedi passé pour faire le lancement de cette bière-là à la microbrasserie. On offrait aussi de la tire sur la neige pour l'occasion. Donc, les gens sont venus. Il faisait pas très beau, mais la tire d'érable et la bière nous a réchauffé le cœur. C'est certainement à découvrir. Écoutez, en terminant, j'invite tous les amateurs de bière à visiter le site web de l'Association des microbrasseries du Québec pour connaître toute la programmation. Lucie Boulanger, vous êtes copropriétaire de la microbrasserie Camp de Base. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Passez une belle journée. Étrangement, le français a mis très longtemps à s'implanter et à s'uniformiser en France. En effet, les différents dialectes, qu'on appelait patois, étaient parlés par un très grand nombre de sujets du roi de France. Quant au français, il était surtout concentré autour de Paris, puis Versailles, et invariablement parlé par les élites. En fait, il faudra attendre longtemps pour que le français supplante finalement toutes les variantes linguistiques et s'impose comme langue commune en France. Inversement, la Nouvelle-France a rapidement adopté le français comme vecteur de communication, et ce, en dépit des différents lieux de provenance des colons. À ce chapitre, il est possible que les filles du roi, majoritairement originaires de Paris, aient joué un rôle important dans cette uniformisation. Évidemment, la survie collective et les nécessités quotidiennes ne sont sûrement pas étrangers non plus à ce phénomène, de même que l'utilisation massive du français dans les ports du vieux pays. Ainsi, l'ensemble de la Nouvelle-France parlait français à la veille de la conquête de 1760. Les mouets et les touets, issus du français de Paris, étaient la prononciation courante dans la colonie, tout comme en France d'ailleurs. C'est aussi le cas de certains mots comme « asteur » ou « itou », qui sont depuis disparus du français de France. Toutefois, considérant la mixité des origines des colons, le français d'Amérique avait probablement ses propres codes qui commençaient déjà à le différencier de celui de la France. Avec la cassure entraînée par la conquête britannique, l'accent québécois et l'accent français, qui subit d'ailleurs les contre-coups de la Révolution, vont désormais évoluer en parallèle. La Ville de Lorraine annonce un appui financier de 20 000 $ à l'école Le Tournesol pour la réalisation d'un projet de revitalisation de son espace extérieur. Cette initiative vise à transformer la cour d'école en un lieu plus accueillant et stimulant. Les améliorations apportées comprennent l'aménagement de zones de verdure, le remplacement de surfaces asphaltées par du pavé, l'installation de tables à pique-nique et l'ajout de 2 conteneurs mettant en valeur des murales colorées créées par l'artiste Olivier Godette. De nombreux syndicats affiliés à la CSN se réunissent cette semaine au manoir Saint-Sauveur dans le cadre du 32e congrès du Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides. Sous le thème « Le maillon fort des Laurentides », de nombreux congressistes issus de secteurs d'activité variés aborderont plusieurs enjeux liés aux relations de travail, à l'action politique et aux services publics, comme les droits des travailleuses et des travailleurs étrangers temporaires et l'éducation à la citoyenneté. Les Alouettes de Montréal tiennent à nouveau leur camp d'entraînement à Saint-Jérôme et Maude Pilon-Bernier est allée à leur rencontre.
Une très belle journée qui s'annonce. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cet événement-là? Bien, premièrement, on voit que les amateurs sont prêts, sont en file pour avoir des photos, des signatures des joueurs des Alouettes de Montréal, parce qu'on est leur nid du printemps, là. Alors, Saint-Jérôme a la grande responsabilité de prendre soin de ces joueurs-là aussi, pour les entraîner comme il faut. Ça va commencer au mois de mai, mais aussi de prendre soin des familles, des amateurs qui viennent voir leurs amis joueurs de près, avec Danny Machucha, son équipe qui sont ici. Alors, c'est un honneur pour Saint-Jérôme de les accueillir. Comme je disais, on est leur nid du printemps. Les gens peuvent se faire signer des autographes par les athlètes qui sont présents, mais aussi également, on peut se faire prendre en photo. Mais à 2h30, il y a des jeux sur la grande surface du Centre Claude-Beaulieu, où là, il y a des jeux d'habileté, il y a des jeux gonflables pour les enfants. Alors, on attend les familles pour venir s'amuser. Et encore une fois, le but de la Ville et le but des Alouettes, c'est d'intéresser les jeunes au sport, justement pour qu'ils aient des saines habitudes de vie. Tout ça est relié avec la nouvelle philosophie de Saint-Jérôme, philosophie sportive et culturelle. Donc, on essaie d'aller dans ce sens-là avec cet événement-là qui est très important pour nous et gratuit. Je veux savoir pour toi, c'est quoi ton rôle dans l'événement aujourd'hui? Bien, présentement, c'est de rencontrer les partisans, rencontrer les plus vieux comme les plus jeunes, être présent, puis en même temps dire bienvenue, recevoir la bienvenue de la Ville de Saint-Jérôme, puis nous de dire qu'on a hâte de revenir à la Ville de Saint-Jérôme pour le camp d'entraînement. C'est rendu pas mal dans notre identité aux Alouettes de Montréal de se présenter là, à différents endroits, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans des événements, pour rencontrer les jeunes, parce qu'on essaie de s'impliquer énormément dans la communauté. Fait que, en date d'aujourd'hui, c'est tout simplement normal pour nous de se présenter, puis surtout qu'ils nous reçoit comme des rois là, ici à la Ville de Saint-Jérôme. Fait que c'est super apprécié. C'est un petit geste pour nous de se présenter ici aujourd'hui en ce samedi pour venir les rencontrer. Tu as entendu parler de l'événement comment? Ma mère elle m'a dit qu'on s'en allait aux Alouettes pour faire signer des chandails et pratiquer avec eux. C'est quand même une belle surprise. Tu t'attendais-tu à ça? Non. Est-ce que tu as l'intention de faire signer tous les joueurs ou toi, un objectif, c'est un joueur? Tout le monde. Tout le monde, hein? Tout le monde. Tout ce que je peux. Sur leur petit papier ou peut-être quelque part sur ton jersey? Sur ma casquette. Si tu rencontrais un futur petit Alexandre, tu lui dirais quoi pour essayer d'atteindre le haut niveau comme toi tu as réussi? Amuse-toi. Honnêtement, si on fait pas ça sans le plaisir, là, honnêtement, ça sert à rien de tout faire ça si on n'a pas du fun. Fait que amuse-toi, écoute tes coachs, puis sois bon à l'école. Et bien sûr, la question finale, qu'est-ce qu'on souhaite pour les Alouettes cette année? Une belle saison avec beaucoup de partisans et inévitablement une Coupe Grey. Là. Dès les débuts de l'administration, justement, dont je suis le maire, c'était justement d'axer, comme je disais tout à l'heure, les activités des jeunes vers autre chose que rester dans la rue. Alors, faire du sport, bouger, être en santé, avoir des saines habitudes d'alimentation, de vie, ça fait partie de notre ADN. Alors, comme les Canadiens qui sont venus s'implanter avec la patinoire bleu-blanc-rouge, les Alouettes ont entendu notre appel. Et justement, comme une hirondelle ne fait pas le printemps, les Alouettes vont le faire. On les attend. Et puis, ces habitudes sportives-là vont faire que les jeunes vont vouloir venir voir. Je vous disais tout à l'heure que durant les entraînements l'année dernière, il y avait des autobus d'école qui venaient voir les Alouettes s'entraîner. Eux qui parlent en français, ils saluent les gens en français. C'est une belle attention. Et encore là, ils sont ici pour un mois. Donc, on va en prendre soin, justement pour qu'ils gagnent la prochaine Coupe Grey. Et pour finir, l'importance pour la Ville là, de pouvoir justement collaborer avec une équipe de telle envergure, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est un honneur. Et en plus, c'est une image que Saint-Jérôme projette maintenant de ville moderne, axée sur sa jeunesse, mais aussi sur le logement, axée en même temps sur les difficultés des fois que les autres villes ont. Mais nous, on passe par-dessus tout ça avec une administration vraiment qui est impliquée dans son milieu. Puis justement, on s'en va vers des activités comme ça qui donnent une belle image de Saint-Jérôme à travers tout le Québec. On est tellement content de recevoir les Alouettes ici à Saint-Jérôme. Ça se ressent partout de la part de la Ville et des partisans. On leur souhaite une magnifique saison. Bien que le sort de la Grande Tourbière de Blainville semble scellé, le dossier Stablex continue de susciter l'intérêt, la passion et la colère de bien des gens. 2 étudiants de l'Académie Lafontaine, Alexis Lafrance et Léane Tremblay, ont ajouté leur voix au chapitre en signant une lettre ouverte qui a été publiée dans l'édition du 1er avril du Devoir. C'est un plaisir d'accueillir l'un des 2 signataires, Alexis Lafrance. Bonsoir, Alexis.
Bonsoir. Le 1er avril, donc, vous avez posé ce geste public en faisant apparaître la lettre ouverte dont je viens de parler. C'était une sorte de cri du cœur, un appel au gros bon sens. Cette lettre-là porte un titre, « La protection des tourbières devrait être notre priorité ». Dans un premier temps, dites-nous ce qu'elle contient essentiellement, cette lettre-là. Dans le fond, c'est une lettre, c'est dans le fond un cri du cœur qu'on voulait lancer au gouvernement et à la population pour, dans le fond, sensibiliser que le sort de la tourbière de Blainville ne devrait pas être scellé de cette façon-là, qu'on devrait la sauvegarder, parce qu'il faut savoir qu'une tourbière, il y en a à peu près 80% au Québec qui sont déjà détruites. Donc, c'est vraiment un milieu naturel qu'il faut sauvegarder. C'est très important. Et quand on perturbe une tourbière, ça relâche du CO2 dans l'atmosphère et ça vient accélérer le réchauffement climatique. Donc, c'est très important comme écosystème sur la Terre. Oui, vous faites un parallèle avec la forêt amazonienne qui est le poumon de la Terre. Ça sert un peu à ça, les tourbières. Au Québec, on n'a pas la forêt, mais c'est l'équivalent. Comment vous en êtes venus, Léane et vous, à vous intéresser à ce dossier-là ou à l'environnement en général? Bien, dans le fond, c'est nos parents qui nous ont un peu initiés à ce dossier-là, qui nous en ont un peu parlé. Après ça, on s'est mis à suivre les médias pour suivre un peu le dossier de près. Et un jour, on s'est dit, pourquoi pas faire une action? Parce que oui, quand on est des jeunes, il y a tout le temps une façon de s'engager et de faire écouter notre voix, dans le fond. Et bien, ça a été d'écrire une lettre ouverte et on a eu l'immense plaisir de l'avoir publiée dans le journal Le Devoir. Avez-vous le sentiment de porter la voix des jeunes dans ce dossier-là? Oui, vraiment. Oui. Je pense que l'opinion des adultes a beaucoup été mise de l'avant dans ce dossier-là, mais on oublie souvent que oui, il y a des jeunes qui vont récupérer ce terrain-là, qui vont habiter Blainville dans quelques années et qu'ils vont vivre avec les impacts de cette construction-là du site de déchets dangereux. Oui. Bon, il y a beaucoup d'acteurs dans ce dossier-là. Bon, il y a la ville de Blainville à qui appartient ou appartenait le terrain de la tourbière. Il y a l'entreprise Stablex qui a besoin de ce terrain-là pour continuer à faire ce qu'elle fait. Il y a le gouvernement du Québec qui a décidé d'exproprier la ville pour permettre à Stablex de faire ce qu'elle fait. Et il y a les tribunaux qui donnent raison au gouvernement et à l'entreprise. Vous êtes jeune. Quand vous regardez ça, quel est le sentiment qui vous habite? Je suis complètement découragée. Je trouve que ça n'a pas de sens qu'on priorise pas l'environnement au premier plan. On veut sauvegarder l'environnement. Il y a plein de mesures qui veulent être prises par les gouvernements pour sauvegarder l'environnement, mais on est en train d'autoriser, d'accélérer une mesure qui vise justement à relâcher du CO2 en détruisant une tourbière pour entreposer des déchets dangereux. Donc, ça n'a pas de sens. Okay. Vous soumettez cette idée, justement, que l'espèce humaine est la seule qui détruit volontairement son environnement. C'est des propos là, que j'ai tirés de votre lettre. Selon vous, qui a le pouvoir de changer ça? La population en donnant son avis, en disant que c'est inacceptable ce qui se passe en ce moment, mais aussi les gouvernements qui devraient un jour se rendre compte que la population veut sauvegarder l'environnement et que ça devrait être une priorité électorale, justement avec les élections au Canada, que l'environnement devrait tout le temps être mis de l'avant parce que c'est beau parler d'économie, c'est beau parler de société, mais sans notre environnement, sans ce qui nous fait respirer à l'extérieur, il n'y a rien de tout ça qui existe. Bon, la grande tourbière, probablement qu'on va la perdre, en tout cas tout s'enligne pour ça, mais est-ce que ça veut dire que ça vaut pas la peine de mettre de l'énergie dans un dossier comme ça? Est-ce que c'est décourageant? Il faut aller jusqu'au bout, même si elle va être détruite. Il faut montrer au gouvernement et à tous les acteurs dans ce dossier-là que la population n'en veut pas de la tourbière et n'en voudra jamais. Donc, même si ça passe, même si c'est totalement détruit, il ne faut jamais lâcher. Oui, c'est-à-dire que la population ne veut pas qu'on détruise la tourbière. Si vous aviez le premier ministre du Québec devant vous ou le patron de Stablex, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Je lui dirais qu'on est rendu en 2025 et que l'environnement, ça va devenir... On va bientôt frapper un mur. Donc, il faut agir maintenant et c'est pas en détruisant l'environnement et en faisant des mesures pour accélérer le dérèglement climatique qu'on va y arriver et que rapidement, il faut arrêter cette mesure-là, stopper. Là. Ça n'a pas de sens et revenir en arrière et là, sauvegarder la tourbière, même si je sais que son sort est pas mal scellé. Avez-vous l'intention de continuer à vous impliquer dans cette cause-là ou dans d'autres causes environnementales? Absolument. Je pense qu'on n'arrêtera jamais de vouloir toujours combattre parce qu'il y aura tout le temps des projets qui vont menacer l'environnement et je pense que c'est important de s'impliquer et de continuer à aller protéger notre environnement. Mais dans le dossier, j'ai participé à des manifestations, mais là, ça commence à... Le sort est scellé. Donc, on continue d'en parler, mais
malheureusement, je pense que c'est... En tout cas, moi, je pense qu'avec des jeunes comme vous, notre avenir est entre bonnes mains. Alexis Lafrance, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Hier, Clara, c'était le 22 avril, c'était le jour de la Terre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la région? Le collectif Mères au front de Saint-Jérôme et l'organisme de solidarité Laurentide Amérique centrale organisaient une journée d'activité à la vieille gare de Saint-Jérôme. C'était l'occasion de discuter des enjeux principaux sur le plan environnemental dans la région, dont le dossier Stablex, par exemple. Mères au front s'est mobilisé dans les derniers mois contre l'expansion de l'entreprise de gestion de déchets dangereux. Alors, je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. Les Mères au front avec le SLAM, la Solidarité Laurentide Amérique centrale, donc les Mères au front de Saint-Jérôme et le SLAM, on s'est organisé pour faire une grande journée pour célébrer le jour de la Terre, sensibiliser la population sur les enjeux environnementaux et de ce fait, donc, on a eu une conférence avec Lilou. Cet après-midi, on a des kiosques, plusieurs personnes seront là. Et ce soir, on va avoir aussi des personnes qui vont venir nous parler du dossier Stablex et les enjeux reliés sur la perte des milieux humides, et etc., là, qui se passe là, dans le dossier de Stablex. Et aussi, sensibiliser la population de Saint-Jérôme. Oui, ça se passe à Blainville, mais ça concerne tout le monde. Alors, on a été quelques-unes à se rendre lors des 2 manifestations récentes qui ont eu lieu. Mais il faut que Saint-Jérôme se sente interpellé puis se mobilise dans le dossier de Stablex. Même s'il y a eu le bâillon par le gouvernement, il demeure qu'on peut continuer à faire des pressions puis essayer de sauvegarder ce qu'on peut sauvegarder. Alors, voilà, c'est pour ça. On veut saisir le dossier, les Mères au front, le SLAM, on veut saisir le dossier de Stablex là, à bras le corps. Le message essentiel pour le jour de la Terre, c'est que souvent on a l'impression que lutter pour l'environnement, ça peut être vraiment énorme et puis il y a plein de choses qu'on pourrait faire puis qu'on peut se sentir vite dépassé par la grandeur de la tâche, mais qu'il y a des points d'attaque qui sont comme très précis, qui sont comme intéressants, des vrais leviers pour l'environnement, comme les transports collectifs notamment, parce qu'on n'arrivera pas à faire la transition sans sortir de l'automobile, mais on est obligé pour l'instant d'avoir des automobiles, parce qu'il faut bien que les gens puissent se déplacer. L'idée, c'est pas de dire arrêtez de vous déplacer, c'est d'offrir des alternatives, et les transports collectifs, c'est ça. C'est un peu une résistance à la crise climatique, mais à la crise sociale aussi, parce que c'est moins cher que d'avoir une auto, puis ça permet à tous de se déplacer, donc ça réduit les inégalités sociales. Au Laurentide, c'est sûr qu'il y a la ligne EXO. J'ai l'impression que dans Saint-Jérôme même, il y a quand même un certain aménagement du territoire qui permet la marche, mais il y a encore tellement d'autres choses à faire pour pouvoir se débarrasser des voitures dans tout le territoire. En tout cas, le Laurentide, là, il y a comme plein de routes, puis c'est bien normal. Il y a les élections municipales qui s'en viennent quand même au mois de novembre. Alors, oui, on veut absolument regarder les partis qui vont s'occuper de la mobilité durable, du transport en commun, du logement abordable. Ça fait aussi partie de ça, la densité de la ville pour permettre justement le fait qu'on ne soit pas obligé de prendre notre voiture. Alors ça, c'est des enjeux qu'on va regarder, qui concernent Saint-Jérôme. Merci beaucoup, Clara. On se revoit demain. Au revoir, Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de passer une excellente soirée.